propose de passer à notre deuxième temps fort de cette web émission. Et voilà, et vous savez, je sais si ce temps va être important puisque c'est autour du numérique responsable. Je vous propose d'écouter la minute d'Hélène. C'est maintenant, on l'écoute. À tout à l'heure. Bonjour, j'ai le temps d'un vol stationnaire de Colibri pour vous parler de data et de performance éco-responsable. Alors on l'a vu, la data, on en collecte pour en retirer beaucoup d'informations et aller chercher la performance. Et à l'heure où l'intelligence artificielle nous promet monts et merveilles en termes d'analyse justement de toutes les datas dans le big data qu'on a accumulé ces dernières années et qu'on continue à accumuler de plus en plus vite, on se doit quand même de se poser la question de l'empreinte éco-responsable de toutes ces datas. L'angle que je vous propose que l'on ait aujourd'hui, c'est plutôt comment cette data va nous aider dans la tenue de nos engagements éco-responsables ou de démarches éco-responsables. Éco-responsables au sens économique, humain et environnemental. Dans chacune de nos organisations aujourd'hui, on prend des engagements. Pour éclairer ces engagements et pour les mener à bien, on a besoin d'y voir clair et de rendre factuelles nos actions. Donc pour pouvoir les rendre factuelles, on passe souvent par le truchement d'indicateurs qui sont basés, eux, sur de la data. Et donc c'est important aujourd'hui de bien sélectionner ces indicateurs pour qu'ils nous donnent envie de passer à l'action et puis qu'ils rendent vraiment compte de ce qu'on fait sans que ça puisse être remis en cause, même si on sait que tout est discutable. Voilà. Que ce soit pour rendre compte dans le cadre d'obligations réglementaires telles que le bilan d'émissions de gaz à effet de serre ou les déclarations de performance extra-financières qui vont devenir les CSRD. On voit bien que cette question des indicateurs, elle est cruciale, notamment du sens qu'on va aller chercher dans la mise en œuvre de ces indicateurs et dans l'histoire qu'on va raconter autour de ces indicateurs. Chez TIBCO, j'ai envie de dire bien sûr, quand on mesure notre bilan de gaz à effet de serre, on a décidé de ne pas le calculer uniquement au niveau de chacune de nos sociétés sur les 3 scopes, mais d'être capable de redescendre au niveau de chaque affaire client pour pouvoir discuter avec nos clients des leviers d'action qu'on va pouvoir mettre en œuvre justement pour piloter cette trajectoire bas carbone que l'on a définie et aller avec eux dans l'amélioration continue. Donc ça, c'est un axe fort. Un autre axe important, c'est pour nous, c'est à travers notamment l'indice de qualité éco-responsable. C'est sur les 3 piliers que sont l'économie, l'humain et la planète. On a été choisir des indicateurs qui sont soit des indicateurs leviers d'action, soit des indicateurs de résultats. Là encore, pour pouvoir travailler avec nos clients sur la mise en œuvre de plans d'action qui nous permettent en toute transparence, de nous améliorer. Mais tout ça, c'est de la data qu'on cumule, qu'on analyse, etc. Donc bien sûr que en termes de performance éco-responsable, au-delà du fait de passer à l'action et d'avoir les moyens de passer à l'action, il faut toujours qu'on se pose la question, la rétroaction de qu'est-ce qui a de l'usage, qu'est-ce qui a de l'intérêt, et donc quelle data on va aller collecter sans en accumuler des tonnes ou sans garder des tonnes d'historique pour rester en ligne avec l'enjeu éco-responsable de maîtriser le cycle de vie de la data. Samuel, en Cofidis 2024, entreprise à mission, c'est ce qui a été annoncé récemment. Quel impact pour toi dans l'environnement du cyclisme professionnel ? Je pense que c'est un fait sociétal, donc toutes les entreprises avec un peu de conscience se tournent sur cette question. On a d'ailleurs adhéré, on a une charte environnement proposée par l'UCI, donc ça c'est sur le bon vouloir des équipes d'y adhérer ou pas. Donc nous on a déjà fait cette démarche-là cette année. Et on est dans une démarche initiale, donc on s'y met. C'est le début. C'est le début. Donc ça va passer. Si on reprend un peu le déroulé, on va mesurer déjà pour se regarder dans la glace où on en est. Donc on va être plus dans mesurer notre impact carbone. On va pour bien sélectionner des indicateurs. C'est quoi, Samuel, je parle une équipe comme Cofidis, ça représente combien de véhicules et un Tour de France, c'est combien de véhicules qui se déplacent en permanence pour que ça nous donne un peu des idées de... Un ordre d'idée. Voilà. Alors, une équipe Cofidis qui se déplace, donc c'est entre 6 et 8 coureurs pour l'équipe sportive. Et les véhicules, donc on a un bus, un poids lourd où il y a tous les vélos de rangée. Et on a grosso modo 4 à 5 véhicules légers autour. Donc on est sur déjà 5-6 véhicules. Voilà. 6-7 véhicules, pardon. 6-7 véhicules. Voilà. Et un Tour de France, un Tour de France, on est plutôt à 10 véhicules pour l'équipe.
D'accord. Et donc multiplié par 22. Ça fait un sacré bouchon dans l'Alpe d'Huez. Alors, tous les véhicules ne sont pas dans la caravane à se suivre. Ils gravitent autour, hein, ils ne sont pas tous dans la bulle course, ce qu'on appelle la bulle course. Mais évidemment, c'est beaucoup de véhicules. Donc, on réfléchit aux sources d'énergie pour se tourner vers les énergies les moins polluantes, Ouais. avec des contraintes qui sont les nôtres de longs déplacements. Donc, Ouais. On n'a pas encore trouvé de poids lourd électrique. par exemple, on n'a pas Ça va encore les venir. poids lourds électriques. Mais ça, c'est plus une démarche au niveau de l'UCI de regrouper les épreuves en termes géographiques. Parce que nous, là, on est dépendant d'eux. Parce que si on court à la semaine 1 au Portugal, la semaine 2 en Norvège et la semaine 3 en Italie, ça fait beaucoup de déplacements. Ouais. Si c'est pour retourner au Portugal la semaine 4. Donc là, je pense qu'il va y avoir, dans l'avenir, là, des remaniements de calendrier qui vont s'opérer et qui vont prendre en partie donc, ces considérations. Et nous, ça va être aussi une volonté aussi de limiter les déplacements des véhicules. Et par exemple, on le fait déjà, hein, pour des raisons économiques aussi, que les véhicules qui ont fait le tour d'Espagne ne vont pas remonter à Lille pour repartir en Italie, ils iront directement en Italie. D'accord, donc Voilà. on les laisse sur place ou On les laisse sur place, ils peuvent attendre dans des endroits sécurisés, ou alors ils vont déjà... on les met sur le parcours, soit on Et ils les vont emmène directement. directement à D'accord. l'arrivée, ça va D'accord. dépendre des configurations. Donc là, on a vu pas mal en termes d'empreinte carbone, hein, Oui. sur cette éco-responsabilité. Est-ce qu'au niveau humain, il y a des approches particulières Au sein de l'équipe, au sein de l'équipe? Comment Ouais, bien on sûr. gère une carrière d'un cycliste? Parce que c'est vrai que sa carrière est somme toute avec une longévité presque définie. Hein. On Oui. est dans le débat des retraites, eux, ils sont très tôt en retraite. Hein, ouais. Et ils ne sont pas allés manifester. Ils ne sont pas allés manifester. Non, oui, les athlètes, on a des sensibilités. Je pense que c'est générationnel. Les jeunes, là, ils sont entre 20 et 30 ans, hein, 35 ans, on va dire. Ils sont plus. On a vraiment des individus qui sont déjà sensibilisés, qui vont préférer prendre le train plutôt que l'avion, qui font attention à ce qu'ils font, parce que un coureur dans l'équipe Cofidis, c'est entre 60 et 85 jours de course. Donc c'est autant de déplacements au travers l'Europe principalement. D'accord. Alors on bascule dans l'entreprise. Dans l'entreprise de la donnée, est-ce que on parle de la pollution des fermes qui hébergent tous ces serveurs? Est-ce qu'il vaut mieux on aille regarder un peu ces fermes-là, ou comment ça se passe au niveau l'éco-responsabilité de la donnée? Dans ce que tu évoques, il y a la sobriété numérique et effectivement, il faut se poser aussi des vraies questions sur combien de temps on doit stocker ces données, les garder, etc. Mais j'avais aussi envie d'évoquer aussi, pour compléter le discours d'Hélène qu'on a passé tout à l'heure, le fait qu'on a beaucoup parlé du bilan carbone, de travailler aussi sur cet axe humain, sur lequel chez nous, Tipco, on a fait vraiment beaucoup de mesures et d'analyses puisque dans notre objectif, c'est bien vivre le numérique sur l'axe humain aussi. Et pour le coup, on a des données sur tous nos collaborateurs qui travaillent chez Tipco, sur, comme je le disais tout à l'heure, sur leur formation, leur parcours chez Tipco, les courriers de félicitations qui sont extrêmement importants, pour aussi les techniciens qui interviennent auprès De la part de qui? de la part de leur manager ou de la direction ou des clients, puisqu'on a aussi des remontées de félicitations des clients. Et puis on a aussi, puisque je parle des clients, la mesure aussi de la qualité perçue côté client, puisque c'est aussi bien vivre le numérique aussi côté client, qui est plutôt pas mesurer l'acte technique en lui-même, mais plutôt le savoir-être de nos équipes qui interviennent, puisqu'on est une société de service et par définition, il y a un plan humain très important. Donc tous ces indicateurs-là sont consolidés et alimentent aussi notre indice qualité éco-responsable. D'accord. Pierre-Emmanuel, l'éco-responsabilité, on a vu la planète, on a vu l'humain. J'ai envie de dire, il reste l'économie. Oui, alors économiquement, cette démarche nous permet, moyennant investissement, d'atterrir sur des montants contractuels au fil des années qui diminuent drastiquement, puisque en effet, on parlait tout à l'heure d'une forte diminution des volumes de tickets, donc d'une activité un peu amoindrie. Donc ça nous permet réellement de baisser finalement les coûts de nos clients sur les métiers du support.
Et puis un autre effet quand même qui est très important aussi, c'est qu'en anticipant les fortes charges, les volumes et en diminuant globalement ces volumes, on travaille sur une relation humaine avec les utilisateurs et aussi un stress pour les équipes techniques qui devient beaucoup moins pesant. Et donc ça leur permet d'avoir des temps, je dirais, pour monter en compétence sur des sujets plus techniques, pour travailler leur employabilité et avoir, je dirais, un investissement métier beaucoup plus intéressant pour eux. Merci messieurs. Sur cette partie numérique responsable, éco-responsabilité, je vous propose d'entrer dans notre troisième étape de cette web émission autour des conseils. On vous l'avait promis, vous repartirez les mains pleines de bonnes idées. Alors messieurs, 3 conseils, ou des conseils, s'il y en a 3 c'est bien, des conseils à nous partager, à nos auditeurs et à notre public autour de la donnée. Alors, je vais donc prendre... Elle était préparée cette question, on ne prend pas au débeauté. Donc non, le premier conseil que je pourrais porter, c'est de ne pas oublier que la data c'est un outil et qu'elle vient répondre à un besoin. Donc la première chose à faire, c'est de préciser son besoin pour avoir un outil qui va nous donner une information précise aussi pour notre prise de décision. Donc le besoin initial est très important pour moi. Être clair sur l'objectif et le besoin de la donnée. Okay. Si je prolonge, une fois qu'on a eu ce besoin éclairé, ensuite ça va être d'accompagner la transmission de la donnée donc à la personne qui va la recevoir. On prenait l'exemple tout à l'heure des athlètes donc qui peuvent être coutumiers des niveaux de puissance, mais qui n'ont pas les connaissances physio derrière. Et donc on va avoir un accompagnement pour leur faire comprendre ce qui se joue derrière ces données. Donc de la pédagogie. De la pédagogie. Et derrière, cette pédagogie a la vocation à donner du sens aux décisions qu'on va prendre derrière. Et puis, je terminerai peut-être sur un couplage des données avant une décision importante, de ne pas rester sur une source de données qui pourrait être erronée pour une raison ou une autre, et de coupler avec plusieurs entrées pour se dire que la décision qu'on va prendre grâce aux données, mais au pluriel du coup, elle sera pertinente. Merci Samuel pour ces précieux conseils. Dominique ? Oui, moi je rebondis sur le fait que tu parlais, Samuel, de la pédagogie. Je pense que c'est extrêmement important. On a de plus en plus de données et tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité sur l'usage de cette donnée, la bonne compréhension de cette donnée, savoir interpréter un visuel correctement, etc. Tout ce qu'on appelle l'acculturation à la data. Dans l'entreprise, on a connu ça sur d'autres sujets par le passé, sur les outils bureautiques, etc., qui aujourd'hui sont accessibles à tout le monde. Mais il y a eu une époque où ce n'était pas le cas. Et sur la donnée, on est un peu au même niveau. C'est-à-dire il y a des gens qui sont très à l'aise avec la donnée, puis d'autres beaucoup moins. Et donc il y a un vrai sujet d'acculturation à la data. On évoquait même dans nos échanges de coach data, pourquoi pas effectivement d'avoir des gens qui accompagnent les utilisateurs sur le bon usage de ces outils, de ces nouveaux outils qu'on leur met à disposition pour bien exploiter cette donnée. Donc c'est le conseil que je retiendrai. Le conseil que tu retiens. Et Pierre-Emmanuel, est-ce que tu complètes ces conseils ? Les conseils de mes collègues sont tout à fait... Tu valides alors, tu valides les conseils. J'ajouterais une chose, c'est ne pas hésiter à capter de la data qui peut nous paraître inutile à un moment donné. Pour autant, on peut découvrir plus tard que croisée à une autre information, elle devient essentielle et extrêmement dimensionnante pour anticiper certains cas d'usage. En tout cas en IT, ça peut être important de ne pas négliger à capter les datas qu'on peut capter. D'accord, donc on collecte tout, quoi, pas de filtre. Pas tout et de manière sobre, mais de manière raisonnée, mais globalement... ouvert sur... Rester ouvert sur le fait qu'une data aujourd'hui peut être utile demain. Ouais, d'accord, avec l'usage. Messieurs, je vous propose d'aborder quand même un dernier point, c'est quels sont les pièges à éviter dans la donnée, peut-être un piège à éviter chacun pour que
nous puissions retenir tous ces conseils, parce que c'est vrai que... Le piège. Je dirais un piège que je peux observer, où je pense qu'on peut facilement tomber dedans, c'est croire que la donnée va faire la décision. Et que on peut sur une décision à responsabilité, on peut se décharger de cette responsabilité humaine en se disant bon, les données, elles vont dans ce sens-là, donc c'est bon. Alors que pour moi, on a vraiment une responsabilité dans la décision et qu'il ne faut pas croire que la donnée, elle va être la réponse à tout. Voilà. Ok, donc outil. Ça reste, ça peut être un outil très précieux, très précis, mais ça reste un outil. D'accord. Pierre-Emmanuel, le piège à éviter. Alors pour moi, le piège à éviter, ce serait la datobésité, c'est-à-dire attention à ne pas fournir trop d'informations à des utilisateurs, des techniciens. Vraiment bien prendre en compte le fait que trop d'informations peut entraîner une perte d'efficacité. Donc il faut vraiment rester sobre dans la mise à disposition de cette information. D'accord. Et merci Pierre-Emmanuel. Dominique, pour Moi je, conclure sur ces pièges. moi je dirais pour conclure, garder la main sur ces données. La donnée, c'est vraiment quelque chose d'important. On en a fait chez Tipco un actif stratégique, même au sens comptable du terme, donc pour dire que c'est important. Et donc, il faut garder la main sur ces données, faire attention aux outils qu'on utilise. On parle beaucoup de l'explosion des nouveaux outils d'IA. Malgré tout, il faut garder un œil vigilant là-dessus et garantir sa souveraineté numérique par rapport à ça. Merci messieurs. Je vous propose désormais de passer à notre séquence Tu préfères, je l'adore. Je laisse Jean-Christophe vous poser les questions. À vous la voix. Messieurs, c'est parti. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de répondre le plus vite possible aux deux choix qui vont vous être proposés. On commence avec Pierre-Emmanuel. T'es prêt? Peut-être. Tu la préfères brut ou structuré? Brut. Vite. Brut. Ok. On passe à Dominique. Dominique, les données, tu préfères les collecter ou les analyser? Les analyser. Très bien. Attention, Samuel, approche-toi. Tu préfères le Tour de France ou le Giro? Ah, Tour de France. Il n'y a pas une vraie surprise non plus. Hein. D'accord. Pierre-Emmanuel, en termes de volume, tu préfères avoir des gigabits ou des terabits de données? Des terabits. Dominique, Power BI ou PowerPoint? Les deux. Power BI. Samuel, encore un piège. L'apéro ou le vélo? C'est un piège. C'est dur. L'apéro sur le vélo. L'apéro sur le vélo. Pierre-Emmanuel, tarot ou poker? Tarot. Ah bon. Dominique, côté musique, West Coast ou Texas? Texas. Et Samuel, côté saucisse, Toulouse ou Morteau? Morteau. Merci messieurs. Merci Jean-Christophe, merci beaucoup pour ce moment. Allez, nous venons de faire un dernier sprint neuronal pour cette étape et ce grand tour de la connaissance autour de la data. Vous allez pouvoir maintenant récupérer, prendre un peu de temps pour vous ravitailler, messieurs, cher public, et voilà, c'est fini. Nous espérons que ce moment d'échange vous a permis de découvrir à la fois l'univers si spécifique du cyclisme professionnel et des projections de la donnée dans l'environnement de l'entreprise. Je tiens à remercier tout particulièrement notre invité, Samuel. Merci beaucoup de t'avoir parmi nous. Merci d'avoir joué le jeu. C'est un exercice que tu découvrais. Eh bien, tu l'as réussi avec brio. Un grand merci pour ta présence et ta participation. Merci également à Dominique et Pierre-Emmanuel pour votre contribution autour de la donnée. Ça nous a largement éclairé. Et je tiens à remercier également à toute l'équipe qui a contribué à la réussite de cet événement. Je ne vais pas citer toute l'équipe, mais au moins je vais oser m'aventurer sur Nora, Véronique, Léo, Stéphane, Charlotte et Manon pour toute la communication, l'organisation et la logistique. Et bien évidemment, je remercie l'équipe technique, toujours au rendez-vous. Merci Alice, merci Jean-Christophe. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est fini. À bientôt. Ciao.